Ok, ok, c'est parti, on va y arriver. Salut, c'est Clémence. Aujourd'hui, on va voir 10 maisons d'architectes que j'avais envie de partager parce que je trouve qu'elles sont incroyables et qu'elles mériteraient grave que les gens les connaissent. C'est mon top 10. Après, vous pouvez complètement dire que ces maisons vous plaisent pas ou qu'elles sont bizarres. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et peut-être me dire votre préféré et voir si c'est la même que moi. Alors on va commencer par la première maison, c'est la maison Cannis de l'architecte John Hudson et peut-être que je le prononce super mal. Cette maison elle est construite à Majorque sur une partie un peu rocailleuse qui regarde la mer. Peut-être pour que vous ayez un peu de contexte, c'est l'architecte qui a conçu l'opéra de Sydney. Alors cette maison n'a rien à voir avec l'opéra vraiment, mais au moins ça mérite d'être une info. Et pourquoi Lys, c'est le nom de sa femme. Donc cette maison, elle est trop belle, vous voyez, elle est en pierre, elle a des cadrages incroyables sur la mer. Pourquoi elle est intéressante selon moi parce que c'est une maison qui paraît compliquée, mais qui finalement est très simple. On utilise peu de matériaux, il y a beaucoup de pierres, il y a de la faïence. C'est un peu une réinterprétation de l'architecture de Majorque, plus moderne, avec quand même beaucoup de sensibilité, beaucoup de cadrage sur la mer. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est une maison hyper intéressante. On va parler de la 9e maison, qui est la maison Moledo de l'architecte Souto de Moura. C'est une maison qui est au Portugal. Cette maison, alors les photos sont pas incroyables, vous allez voir, mais cette maison elle est construite sur un terrain qui a plusieurs terrasses agricoles d'environ 1,50 m chacune. Donc il a un aspect assez particulier ce terrain. Il est en pente mais par terrasse. Et ce qui est cool, en tout cas pourquoi moi je l'aime bien, c'est qu'elle est hyper simple. Elle a quasiment une mono-orientation. On est entre un rocher et la vue lointaine. Il y a très peu de choses. Il y a un toit, un sol, une vue. Voilà, le strict nécessaire, mais c'est super efficace, c'est trop beau. Les photos sont pas ouf, je vous ai dit, mais la maison vaut grave le coup. Donc je l'aime beaucoup. Après, on va voir une maison. C'est la maison numéro 8. C'est une maison incroyable d'un architecte très connu. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'infos sur lui, que vous avez déjà entendu son prénom, enfin son nom. C'est la maison Sarabhai. Pour tous les architectes, c'est une maison hyper connue. C'est une maison construite en Inde par Le Corbusier. Donc vous avez certainement dû entendre parler de lui. Vous savez peut-être pas trop pourquoi, mais c'est un architecte hyper important du XXe siècle. Cette maison, alors elle est particulière parce que en Inde, ce qui permet de vivre confortablement, c'est de créer de l'ombre, de créer des courants d'air, de rafraîchir un peu les espaces. Donc cette maison, pourquoi elle est intéressante, c'est qu'elle a premièrement une super implantation parmi de la végétation, une végétation assez dense, et donc elle est un peu nichée comme ça dans de la végétation, donc son intégration au site est plutôt intéressante, mais ce qui est encore mieux du coup, c'est que par sa conception, elle permet de créer beaucoup de courants d'air, de créer de l'ombre, mais tout en permettant d'avoir une maison qui profite du soleil, profite de la vue, mais qui permet d'avoir des grands courants d'air. Cette maison d'ailleurs, je trouve que elle joue un peu sur les mêmes caractéristiques que la première, que la 10e, celle de Hudson, qui a un super rapport à l'extérieur et qui, pareil, crée beaucoup de courants d'air, d'espaces couverts. Donc ça, c'est des maisons hyper importantes parce qu'elles sont situées. Elles ont beaucoup de sens parce qu'elles sont construites pour le site. Donc ça, c'est trop cool. Donc là, on va voir la 7e maison. C'est la Stallhouse de l'architecte Pierre Koning. Donc cette maison, elle est assez particulière parce que, donc premièrement, elle est construite en Californie sur les hauteurs d'Hollywood. Et cette maison, elle est hyper particulière parce qu'elle fait partie d'un projet assez connu qui est le projet des Case Study House. Donc c'était un projet assez vaste, assez global, qui avait pour objectif de permettre à certains architectes de concevoir des maisons individuelles qui devaient être un peu des prototypes parfaits de maisons qui devaient être économiques, fonctionnelles, un symbole d'architecture moderne en quelque sorte, et d'architecture californienne. Et en fait, ces maisons-là, donc il y a un contexte un peu plus compliqué, mais globalement, plusieurs architectes ont eu l'opportunité de créer des maisons un peu signature, et celle-ci en fait partie. Donc beaucoup de ces maisons ont été conçues pour être des maisons économiques, fonctionnelles, donc il y a finalement très peu d'éléments, mais on sent quand même un
un certain luxe dans le mode de vie. Il y a de beaux espaces, de belles vues. Et cette maison qui est sur les hauteurs de Hollywood, finalement, elle est incroyablement bien placée. Et pourquoi elle est bien c'est qu'elle met le paysage en scène de manière incroyable. On dirait qu'on est dans un cinéma et qu'on regarde un paysage. Enfin, c'est incroyable. Donc c'est finalement surtout ce rapport au paysage qui est fou. Voilà. Après, on va parler d'une maison beaucoup plus récente. Les maisons dont je vous ai parlé juste avant, c'est des maisons quand même du XXe siècle. Cette maison-là, c'est la Secular Retreat. Je vais en faire. C'est la Secular Retreat, la retraite séculaire de l'architecte Peter Zumthor, qui est un architecte contemporain dans le sens actuellement encore en activité. C'est une maison hyper récente qui est construite dans le sud de l'Angleterre. Elle est hyper cool. Vous pouvez la louer pour 500 livres la nuit. Donc ça c'est une maison incroyable, je la trouve hyper belle. Elle est construite en béton pisé, donc c'est une technique un peu... une technique constructive qui s'inspire beaucoup de techniques ancestrales, qui donne en fait cet aspect d'un bâtiment qui serait presque issu de la roche. C'est une maison très simple qui s'oriente vers le paysage et qui est très cool. Donc la maison 5. C'est une maison hyper connue chez les architectes. C'est une maison de Mies van der Rohe. C'est la Farnsworth House, qui est construite aux États-Unis et qui est une maison particulière parce qu'elle est construite sur pilotis, quasiment, pour élever toute la structure de la maison au-dessus de niveau d'inondation. Il me semble qu'il y a un cours d'eau plus bas sur le terrain et qu'il y a parfois des crues et parfois des inondations. Et pourquoi cette maison elle est cool, c'est que il y a un peu comme la Stoll House, un minimalisme incroyable, une simplicité des éléments, pareil, un toit, un sol, un bloc un peu épais où on y met plein de choses. Et cette maison, en fait, elle dialogue vraiment avec son paysage. Il y a presque une limite un peu floue entre l'intérieur et l'extérieur, quoi. Les espaces, la terrasse, elle est à l'extérieur, l'intérieur et aussi un extérieur. Enfin voilà, il n'y a pas trop de limite. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette maison. Là, c'est trop simple et trop rapide, mais si vous pouvez regarder, vous pouvez la visiter. Enfin, vous pouvez faire des démarches pour pouvoir la visiter. Elle est ouf. On a la maison 4, qui est la maison Guerrero de l'architecte Alberto Campo Baeza. Là, on arrive dans le top des maisons que j'adore. J'aurais pu la mettre première, mais je sais pas. J'ai un peu refait l'histoire. Donc ça, c'est une maison qui est hyper cool, que j'adore, qui est hyper simple, même si en fait elle est très compliquée. Enfin, c'est très compliqué de faire simple. C'est une maison qui est dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. C'est une maison qui a un plan symétrique, ultra symétrique. Et pourquoi elle est particulière et pourquoi elle est folle, c'est que de l'extérieur, on voit quasiment qu'un cube blanc. Mais finalement, à l'intérieur, il y a beaucoup de richesses, des patios, des transparences. La maison est traversante, c'est-à-dire qu'on peut percevoir d'un bout à l'autre de la maison, d'un paysage à l'autre. Et en plus, pourquoi elle est intéressante, c'est que par la création de ces grands murs blancs, elle crée un propre contexte, un propre paysage à la maison. Donc finalement, on pourrait dire que peu importe ce qui se passe sur le site, peu importe ce qui se passe autour de la maison, le paysage que l'on voit, il reste maîtrisé, il reste le même. Alors que le paysage est quand même assez beau, mais en fait il peut être modifié et donc finalement cette disposition-là permet de créer un contexte visuel toujours maîtrisé. Et ça c'est trop beau. La maison numéro 3. La maison numéro 3, c'est la maison à Paros de l'architecte Aurelio Galfetti. Pareil, c'est une des maisons que j'adore. Pareil, très connue chez les architectes comme celle dont j'ai parlé avant et celle dont j'ai parlé avant, la 4 et la 5. C'est une maison qui est donc sur une île grecque et un peu comme l'autre, c'est une maison un peu comme la précédente, la Guerrero. C'est une maison hyper symétrique. Quand on est au centre de la maison, c'est une plateforme et on a des blocs identiques de part et d'autre. Donc on alterne les pleins qui sont des pièces, des chambres, des cuisines et des vides qui créent à la fois de l'ombre, des courants d'air, un peu comme les maisons dont on a parlé au début. Et c'est une maison incroyable qui a une orientation vers la mer de fou et je pense que ça doit être sacrément fou de vivre dans une maison comme ça et de pouvoir observer finalement tout le changement de lumière et de météo quoi. Donc c'est une maison incroyable. Alors là, encore une maison contemporaine dans le sens où elle est
très récentes. Toutes les maisons dont j'ai parlé avant, finalement, sont des maisons typiques, modernes, entre 20e, 21e siècle. Cette maison-là, je l'ai intégrée parce que je l'aime beaucoup. C'est une maison de l'agence d'architecture Mesura qui est construite en Espagne et en fait qui est une extension d'une maison existante et qui est hyper simple et par le principe de voile de briques, de voûte en béton, elle crée des espaces, des intérieurs, des extérieurs. Et c'est une maison pareille, un peu comme les autres, qui est construite pour fonctionner avec le climat et avec le besoin de créer des espaces ombragés et ventilés. Et en plus, là on a des contrastes entre des zones vivantes et des zones intimes qui sont un peu plus préservée. Voilà, c'est une maison que j'aime beaucoup, qui fonctionne parce qu'on est en Espagne et qui fonctionnerait pas partout, vous avez compris. Elle est assez différente par exemple de la maison de Peter Zumthor, la 6, qui est très ouverte sur le paysage mais qui n'a pas ces qualités-là d'intérieur-extérieur. C'est beaucoup d'intérieur. Voilà, donc ça c'était la deuxième. Franchement, j'ai hésité entre les 4 dernières là. Les 4 dernières, c'était dur de faire un classement. Et la dernière maison, parce qu'on parle de maison de rêve et de maison folle, la dernière maison, c'est Villa Alem de l'architecte Olgiati. Donc cette maison hyper controversée, comment on y vit, comment on habite dans une maison comme ça. Mais pareil, en fait, elle est très proche des autres maisons dont on a parlé, celles qui sont symétriques, qui sont orientées sur elles-mêmes et qui s'articulent autour de jardins, autour d'espaces extérieurs, d'un dedans-dehors. C'est une maison au Portugal, donc pareil, en fait, on a les mêmes critères de besoin de faire de l'ombre. Donc cette maison, je la trouve très belle, minimale. Cette maison, elle est un peu brute, quoi, un peu brutale, mais elle est hyper cool parce que elle est simple et en fait, on peut imaginer tout ce qu'on veut dedans. On peut, n'importe qui peut se l'approprier. On peut imaginer y mettre des meubles à l'intérieur. Là, on n'en voit pas beaucoup, mais on peut imaginer mettre des meubles à l'intérieur. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est un écrin très brut, très hostile, mais qui attend juste d'être approprié et personnalisé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en première. Mais c'était dur de faire un choix. C'était trop dur. Et du coup, voilà, c'était mon top 10 des maisons de rêve. J'avoue que, en y réfléchissant, je crois que c'est quand même plus agréable de vivre dans les maisons. Non, je sais pas. Dites-moi. Écoutez, dites-moi la maison que vous avez préférée et quel ordre vous auriez fait. Dites-moi. Et si vous aviez d'autres idées, n'hésitez pas à le dire. Et peut-être que j'en ferai une deuxième vidéo. Merci.